On va parler de réalité augmentée, quelque part, d'hommes augmentés, voire de salariés et de collaborateurs augmentés, puisque c'est l'homme du futur. Le métier va évoluer plus vite sans doute en 10 ans qu'il ne l'a fait en 200 ans de révolution industrielle. Avec nous ce soir, Luc Ferry, donc, qui est écrivain, philosophe, ancien ministre de l'Éducation, vous le savez certainement. Et de toute façon, pendant 20 minutes, on va essayer de prendre toute l'ampleur de cette révolution qu'on est en train de vivre. Et puis ensuite, on discutera avec, à mes côtés, Jean-Christophe Maché, qui est le directeur général, je ne sais plus, de FM Logistique, pardon, Laurent Salvatucci, qui est le président fondateur d'EOL, et puis Nicolas Bouvet, consultant chez Accenture. Alors on commence avec vous, Luc, par cette réflexion. Alors je sais qu'il y a quelques mois, vous avez écrit un ouvrage autour de Schumpeter, c'est-à-dire justement cette brisure créatrice lorsque l'économie évolue. Et c'est absolument ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ben oui, je vais essayer de vous parler de ça, donc de ces révolutions que nous sommes en train de vivre. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Martial. Dans le domaine scientifique, médical, technologique, on va vivre dans les, disons, 20 ans ou 30 ans qui viennent, plus d'innovation que dans les 3000 ans qui précèdent. Et ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Et donc aujourd'hui, nos politiques ne le comprennent pas. Vous le savez, vous le vivez, mais je pense qu'il y a un retard considérable à la fois chez les politiques et chez nos concitoyens sur ces révolutions extraordinaires qui nous attendent et qui sont déjà là. Elles sont liées à la problématique de l'innovation. Je voudrais vous en dire quelques mots parce que c'est l'essentiel. Et au fond, cette problématique de l'innovation, elle est symbolisée aujourd'hui même, ce soir même, par deux débats qui traversent l'Europe. Un autour de Tsipras et Podemos et un autre autour de l'ubérisation du monde, comme a dit Maurice Lévy, avec beaucoup de perspicacité. Ubérisation du monde, car dans tous les secteurs, du commerce, des services et de l'industrie, nous allons vivre exactement l'équivalent de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire une concurrence de l'économie collaborative, comme on l'appelle, par rapport à toutes les économies traditionnelles. Et je voudrais vous dire donc quelques mots sur ces deux débats, parce qu'ils ne sont pas médiocres. Et je ne veux pas faire de politique politicienne, mais ce sont des débats politico-économiques qui sont très importants. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le ministère de l'Intérieur vient de donner à la seconde raison à Uberpop, ce qui est très significatif. Et d'ailleurs, je vous signale aussi qu'ils ne pouvaient pas faire autrement parce que les chauffeurs d'Uberpop se sont organisés en auto-entrepreneurs. Et donc là, on a un symbole de cette nouvelle économie. J'aurais pu vous parler, évidemment, mais ça ne sert à rien. Vous savez ça 1 milliard de fois mieux que moi. Ce que les objets connectés, les capteurs vont apporter aux chaînes de distribution. Mais ce n'est pas la peine que je vous raconte des choses que je connais moins bien que vous. Et donc, sur ces deux débats, tous les deux liés à l'innovation. Et ça donnera peut-être une idée de ce qui nous attend. Je vais aller très vite. Premier débat. Que dit au fond de Tsipras aujourd'hui, et vous allez voir le lien avec l'innovation, à la Commission européenne, au FMI, à la Troïka, c'est exactement la même chose que ce que disent en France les frondeurs à Manuel Valls. C'est le même débat. Quand je dis les frondeurs, la CGT, le Parti communiste, une grande partie des Verts. Que disent-ils? Mélenchon. J'ai eu ce débat avec Mélenchon plusieurs fois. Que disent-ils au fond? Ils disent aux libéraux, l'urgence aujourd'hui, c'est la politique de la demande, c'est la politique de la relance par la consommation. L'urgence, c'est d'augmenter les bas salaires, les minima sociaux et le SMIC. Pourquoi? Parce que si vous augmentez les bas salaires, l'argent que vous injectez dans les petits ménages, il sera immédiatement dépensé, il ne sera pas épargné. Donc les carnets de commandes des chefs d'entreprise se rempliront. Par conséquent, pour répondre à l'augmentation de la demande, les chefs d'entreprise créeront des emplois, donc le chômage diminuera et même l'État sera content. Il aura moins de chômeurs à indemniser et plus d'argent qui rentrera dans les caisses pour réduire les déficits. Et ils disent à Hollande, à François Hollande, les frondeurs, mais tu vois bien que tu as le déshonneur et la défaite, puisque à la fois tu fais une politique de droite libérale et en même temps tu n'as pas de résultat, la courbe du chômage ne s'inverse pas. Et il faut vraiment avoir mauvais fond pour ne pas aller vers cette panacée. Pourquoi ça ne marche pas, en tout cas aux yeux des libéraux, qu'ils soient de droite ou de gauche? Que répondent les libéraux? Que répondent les Macron, Manuel Valls, mais aussi la droite libérale de l'autre côté? Ils disent au fond la même chose. Cette logique est absurde. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a 3 millions d'entreprises en France. Il y a 2 700 000 TPE, c'est-à-dire moins de 10 employés.
Et attendez, je vais attendre que ça se calme au fond de la classe, comme on dit chez moi dans mon vieux métier. Et donc quand on a... Voilà, le revenu moyen de ces chefs d'entreprise est de 2 500 € par mois. Dans le contexte de la globalisation, ce n'est pas des nababs. On ne peut pas augmenter massivement les salaires. Ça n'est pas vrai. C'est injouable. Ce serait une traînée de poudre de faillite. Et puis le deuxième argument, et c'est ce que Helmut Schmidt m'avait dit en 83 quand je l'avais rencontré à Bonn, pour la revue Le Débat. À l'époque, cette revue de Gallimard organisait des conversations entre intellectuels et politiques. Et comme j'ai fait mes études en Allemagne, on m'avait envoyé voir Helmut Schmidt, ce qui était d'ailleurs tout à fait passionnant. On était en 83. Souvenez-vous, Mitterrand est élu en 81, 2 années de politique keynésienne, relance par la consommation, augmentation des salaires. Et Helmut Schmidt me dit « Votre président est un parfait crétin », en allemand « ein blöder Idiot », ce qui est plus fort qu'un parfait crétin, d'ailleurs en allemand, un parfait connard, pour dire la bonne traduction. Bon, parce que l'argent, dans le contexte du marché, n'est pas fléché. Et donc l'argent que vous injectez dans les petits ménages français, il vient chez nous. Ils achètent Schaub Lorenz, Grundig, Volkswagen. Alors pour les 2 premières, c'était un peu les marques de l'époque, mais l'idée que dans le marché, l'argent n'est pas fléché est juste. Et donc il me dit, voilà, l'idée qu'on va rendre compétitif un appareil de production qui ne l'est plus suffisamment, désindustrialisation de la France, simplement en augmentant les bas salaires, est une idée absurde dans le contexte d'un marché ouvert, d'un marché qui est ouvert sur la mondialisation. Et donc l'argent n'est pas fléché, et par conséquent, voyez le lien avec la question de l'innovation. La vérité, c'est que ce qui tire la croissance aujourd'hui dans un pays comme la France, ça n'est pas la relance par la consommation, c'est l'innovation. Keynes a raison, en période de crise de 29, sur le temps court, mais en période de croisière, c'est Schumpeter qui a raison, c'est le grand théoricien de l'innovation. L'innovation tire la croissance parce qu'elle nous oblige mécaniquement à acheter le nouveau sans arrêt. Ou pour le dire, ça paraît une tautologie, mais ça n'en est pas une, ça paraît banal, mais ça n'est pas banal. L'innovation rend mécaniquement obsolète tout ce qui est ancien, de telle sorte qu'elle renvoie à la poubelle l'iPhone 2 ou l'iPhone 3 qui est plus utilisable, et que de toute façon, même si on a l'iPhone 5, on est tenté par le 6 parce qu'on pense qu'il y a des améliorations. Parce qu'en l'occurrence, c'est assez faux, mais peu importe. Il y a un côté racket dans le fait de changer la connectique qui est plus du racket que de l'innovation. Steve Jobs ne saurait pas laisser faire ça, à mon avis, mais peu importe. C'est quand même la logique, l'innovation rendant obsolète tout ce qui est ancien. Le capitalisme, il a pour structure fondamentale la logique de la mode. Et vous pourriez croire que la mode vestimentaire est un phénomène superficiel, c'est un phénomène extraordinairement profond. Quelle est la finalité de la mode? Et c'est la logique la plus intime du capitalisme moderne. La seule finalité de la mode, c'est de démoder. C'est de faire en sorte que les vêtements que vous avez dans votre armoire, vous ne puissiez plus les mettre, même s'ils ne sont pas troués par les mythes et qui vous protègent du froid et de la pluie. Si j'étais venu en pâte d'œuf avec une chemise orange et un col à manger de la tarte, comme dans les années 70, je serais ridicule. J'ai encore ça quelque part dans une armoire. La logique de la mode, c'est la logique du capitalisme moderne. Dans les sociétés anciennes, la mode n'existe pas. Le sari indien, ça ne bouge pas pendant des millénaires. Même coupe, même couleur, même tissu. La toge romaine, le kimono japonais, ça ne bouge pas. L'art traditionnel, l'art dogon, la calligraphie chinoise, ça ne bouge pas, ça n'innove pas. Les sociétés traditionnelles sont organisées contre l'innovation. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes. C'est parce que, comme dans l'Ancien Régime en France, on veut garder les traditions. Ce sont des sociétés coutumières. Je vais dire les choses très simplement. Dans le domaine de l'art, dans les sociétés traditionnelles et de la mode, le plagiat est la règle. Le plagiat est obligatoire. Dans les sociétés capitalistes modernes, le plagiat tombe sous le coup de la loi. L'innovation est obligatoire et nous allons rentrer dans cette logique de l'innovation. C'est elle qui tire la croissance. Question que je me suis posée dans ce petit livre, que je vais vous résumer en 3 minutes, ça vous évitera de l'acheter et même de le lire. Pourquoi ça résiste ? Eh bien, pas simplement parce que les gens sont cons ou parce qu'il y a les charges sociales, le code du travail et puis la CGT. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Le discours du MEDEF n'est pas assez profond sur ces questions. Ça résiste à l'innovation, et particulièrement en Europe, et particulièrement en France, parce que les grandes mutations multi-usages, les grandes révolutions technologiques,
Et Uber est un exemple parfait aujourd'hui. Les grandes révolutions, parce que Uber n'est possible que grâce au big data. Sans le big data, vous ne pouvez pas avoir Uber. Bon. Et donc les grandes révolutions technologiques, multi-usages, celles qui changent tous les secteurs de la vie humaine, dans un premier temps, elles créent de la décroissance, des inégalités et du chômage. Quand on invente l'imprimerie, un ouvrier imprimeur met au chômage 200 copistes. Ils le prennent mal. Quand il y avait encore des cours d'histoire chronologique au collège, on a dû vous parler de la révolte des canuts. Tout le monde, tous ceux qui sont allés à Lyon, dans un bouchon lyonnais, voient au menu cervelle de canuts. Bon. Révolte des canuts 1831, il y en a eu plusieurs, il y en a eu 4 ou 5, mais on invente les machines à tisser. Ce sont les ouvriers tisserands. C'est exactement le même problème qu'avec Uber aujourd'hui. Ils jettent les sabots dans les machines à tisser. C'est de là d'ailleurs, enfin en tout cas c'est une des étymologies de ce mot, qu'on invente le mot sabotage en français. Ils détraquent les machines à tisser parce que ça prend leur job, exactement comme les taxis cassent la gueule aujourd'hui au VTC. Et donc on a cette réalité que Schumpeter analyse magistralement, que les grandes mutations multi-usages, elles créent du chômage et de la décroissance dans un premier temps. Évidemment, après, ça recrée des emplois, mais ce n'est pas les mêmes et ce n'est pas tout de suite. C'est rarement, dit Schumpeter, les fabricants de bougies qui deviennent des fabricants d'ampoules électriques. Je traduis dans les termes d'aujourd'hui, si j'étais libraire, je détesterais Amazon. Il y a 3000 libraires en France, il va leur arriver probablement la même chose qu'aux disquaires. Et c'est pour ça que ça freine. Et très peu de libraires iront travailler chez Amazon. Et des inégalités, j'y insiste aussi, jamais l'entrée dans la vie active n'a été aussi tardive pour nos jeunes en Europe. Les jeunes quittent le foyer familial en Espagne, qui est le record d'Europe, à 31 ans. Balzac écrit La femme de 30 ans pour écrire quasiment l'entrée dans la vieillesse. Quand j'étais gamin, on parlait des Catherinettes, les vieilles filles qui n'étaient pas encore mariées, elles avaient 25 ans. Quand Rousseau tombe amoureux de Madame de Warens, il faut dire qu'il a 16 ans, c'est un gamin, dans les Confessions, il écrit cette phrase incroyable, elle avait perdu le charme de la jeunesse, elle avait 28 ans. Bon, alors mesdames, rassurez-vous, c'est une autre époque, mais quitter le foyer familial à 31 ans, dans ma génération même, je ne remonte pas à Voltaire ou à Rousseau, c'était inimaginable. Et tout ça est lié évidemment qu'on rentre dans un monde d'innovation technologique qui fait qu'on n'a plus besoin de gens pour casser des cailloux, mais qu'on a besoin de data scientists, par exemple. Ça, c'est le premier élément. Et donc, Tsipras a tort, je vous le dis tout de suite. Il faut être libéral, absolument libéral en économie, quitte à être totalement social-démocrate sur le plan politique et social. J'ai une image qui est toute bête, c'est la pêche au cormoran en Chine. Moi, c'est ça que je dis aux frondeurs. Le pêcheur chinois, il met un fil à la patte du cormoran, qui est un pêcheur magnifique. On lui met un petit anneau au cou pour qu'il n'avale pas ce qu'il attrape. Et puis, quand il est gorgé de poissons, on le ramène dans la barque et on lui sert le kiki. La question de la production et la question de la répartition sont les deux questions politiques majeures aujourd'hui. Laissons les cormorans chercher les poissons. Les frondeurs voudraient mettre à la place des poulets asténiques et remplacer les capitalistes par des fonctionnaires. Ça ne marche pas. Laissons les capitalistes créer la richesse comme on laisse le cormoran chercher le poisson. Après, on peut discuter. Fiscalité, formation professionnelle, etc. Et donc ça, c'est le premier débat. Je pense que Macron a raison. Et voyez comment ça se passe en France. Et pour moi, c'est désespérant. Toute la droite est pour la loi Macron, elle vote contre. Toute la gauche est contre. Et à part les frondeurs, elle vote pour. Vous voyez, c'est ça la politique française. C'est pas rassurant. On a quand même la droite la plus bête du monde sur ce sujet-là. Deuxième débat, ce qui se passe aujourd'hui sur Uber. On va vivre la convergence de deux séries d'innovations. D'un côté, innovation technologique majeure, et de l'autre, innovation économique majeure. Les deux sont inséparables, et c'est ce qui va vous tomber dessus, exactement comme ça tombe sur les taxis ou sur les hôteliers avec Airbnb ou sur les loueurs de voitures avec Blablacar ou sur les grands magasins avec venteprivée.com. C'est la même structure technique, technoscientifique, c'est le big data. Deux révolutions qui vont converger avec des issues qui sont encore aujourd'hui très improbables. Heureuses ou malheureuses, on peut vraiment en discuter. Mais je les indique et puis je m'arrêterai là. Je vois l'heure qui tourne, je vais essayer de faire tenir la dinde dans le marron, parce que je pourrais vous en parler pendant au moins 1h30 encore, mais rassurez-vous, je ne vais pas le faire.
Première série de révolutions technologiques, les NBIC, plus la robotique, plus les imprimantes 3D. Nanotechnologie, donc NBIC, biotechnologie, notamment la chirurgie génique et puis les patchs de cellules souches. Donc nanotechnologie, biotechnologie, informatique. Informatique, c'est essentiellement le big data et les objets connectés qui vont impacter les supply chains de manière absolument exponentielle dans les années qui viennent. Informatique, donc cognitivisme, c'est l'intelligence artificielle, donc le C, c'est l'intelligence artificielle, sciences cognitives, plus imprimante 3D, plus robotique, qui progresse de manière exponentielle. Or, toutes ces révolutions vont avoir des conséquences, mais inimaginablement positives aussi. Pas simplement la NSA qui écoute les présidents de la République, ce qui est une affaire, c'est à pleurer de rire. Tout le monde le sait. Il n'y a pas un type dans un ministère qui ignore qu'on est tous écoutés. Bon, et on fait la même chose que les Américains, sauf qu'on a un peu moins de moyens et qu'on est moins puissant. Mais enfin, c'est une blague. Tout le monde sait que tout le monde écoute tout le monde aujourd'hui. Sachez d'ailleurs qu'aucun de vos SMS, aucun de vos mails n'est confidentiel. Potentiellement, tout est écouté, et d'ailleurs probablement réellement écoutable et probablement écouté de facto. Bon, je ferme la parenthèse. Mais toutes ces révolutions vont poser une grande question, deux grandes questions. Je les pose simplement. Est-ce que ça va amener, comme le dit Jeremy Rifkin, la fin du travail, ou au contraire, une prolifération de nouveaux emplois, ce que je crois? Patrick Artus dit c'est la fin du travail et c'est la fin de la croissance. D'autres économistes disent au contraire, on est comme à la Renaissance, à la veille, grâce à ces 6 révolutions technologiques majeures, de création d'emplois et de croissance formidables. C'est ce que dit par exemple Nicolas Bozou, et je pense qu'il a raison. Mais on peut discuter. Est-ce qu'on va vivre la fin de l'emploi parce que la virtualisation du monde et la robotique vont supprimer les emplois, ou au contraire, est-ce que ça va générer de nouveaux emplois et une nouvelle croissance? Ça, c'est le grand débat économique d'aujourd'hui, et les meilleurs économistes sont en désaccord entre eux sur ces sujets. Patrice Artus et Nicolas Bozou, j'ai immense estime pour les deux, ils tiennent un discours radicalement contradictoire. Donc, je pose simplement la question, je ne prétendrai pas évidemment la résoudre, même si je pense que Bozou a raison. Et puis, deuxième grande série de révolutions, la naissance de l'économie collaborative. Et donc là, le peer-to-peer, donc l'exemple français le plus typique, c'est Blablacar. Mais c'est Uberpop. Uberpop, c'est parfait. C'est exactement l'exemple d'une économie collaborative ou d'une économie participative. C'est une économie qui va reposer uniquement sur des plateformes de big data, mais sans aucune matérialité. Airbnb, c'est génial. Airbnb, c'est extraordinaire parce que ça vaut aujourd'hui le même prix que le groupe Accor. Ils n'ont pas une chambre, ils n'ont pas un mur, ils n'ont pas un hôtel. Et donc, c'est vraiment des réussites extraordinaires, cette économie collaborative, avec évidemment l'exemple que nous avons aujourd'hui, Uberpop. J'entendais hier sur RTL ou sur Europe, je ne me souviens plus, 2 profs qui font Uberpop une fois qu'ils ont terminé leur cours et qui disent « Mais attendez, pourquoi les taxis nous empêcheraient de nous rendre des services entre particuliers alors que nous avons à notre disposition cette structure parfaitement légale qui est l'auto-entreprise ou la micro-entreprise? Et pourquoi les taxis, avec leurs bagnoles qui puent et qui sont pas aimables, nous emmerdent à nous rendre service entre particuliers? Vous voyez, c'est exactement ce que les Grecs appelaient le tragique. Ce que les Grecs appelaient le tragique, et c'est ça qu'on va vivre partout dans tous les secteurs de l'économie qui vient. Le tragique, ce n'est pas une opposition entre des bons et des méchants. Dans la tragédie de Sophocle, Antigone, donc, elle veut enterrer son frère, mais son frère a été traître à la patrie. Le roi de la cité de Thèbes, Créon, dit « Mais non, on ne peut pas enterrer mon neveu, c'est son neveu en plus. » Et donc, ce qui va faire le tragique grec, c'est l'idée que non pas on a une déchirure entre des bons et des méchants, mais entre des gens qui ont tous raison. Les taxis, d'une certaine manière, ont raison. Ils disent « Attendez, on a payé une patente qui vaut 240 000 € et il y a des types qui déboulent dans le circuit et qui nous font concurrence sans rien payer. » Bon. Et les Uberpop ont raison de dire « Mais attendez, on crée des emplois de travailleurs indépendants et pourquoi on empêcherait des auto-entrepreneurs de travailler ? Et en plus, ils font leur métier mieux que vous, les taxis. Ils sont moins arrogants, moins désagréables et leurs bagnoles sont plus propres. » Bon.
comment voulez-vous qu'on tranche le débat? Les deux ont raison. Et de la même manière, entre Airbnb et les hôtels, Airbnb disent, mais attendez, pourquoi on empêcherait des particuliers de s'échanger des chambres pas chères? Et les hôteliers disent, mais attendez, nous, on a des quantités de frais, on est des entreprises, on a des murs, bon. Et le groupe Accor, évidemment, déteste Airbnb. Même chose entre Amazon et les libraires. Les libraires sont le malheureux libraire de Carpentras qui va être obligé de fermer boutique parce que Amazon lui vole ses clients. C'est pas de sa faute, il n'a rien fait de mal. Mais moi, je fais un cours sur la mythologie grecque, j'ai besoin de livres en allemand, en anglais, en latin et en grec. Je ne les trouverai jamais chez aucun libraire en France. Et sauf s'il les commande, il faudra 15 jours et je les paierai 2 fois plus cher que sur Amazon. Donc on a là, vous voyez, c'est ça le tragique qui vient. Et donc ces deux grandes révolutions, d'un côté NBIC, plus imprimante 3D, plus robotique, et puis de l'autre, la naissance de l'économie du partage, de l'économie collaborative, avec ce qu'on appelle le couchsurfing, avec le crowdfunding, etc. Tout ça, et même le love surfing, si on veut, tout ça va évidemment bouleverser complètement la donne, y compris bien sûr dans votre métier, mais dans tous les métiers. Je termine avec ça. L'ubérisation du monde, hein, la formule est de Maurice Lévy, l'ubérisation du monde, c'est-à-dire l'équivalent de Uber Pop, ça arrivera dans tous les domaines de l'économie, y compris l'éducation nationale où les MOOCs feront concurrence aux universités traditionnelles. Aucun secteur ne sera à l'abri. Si nous ne préparons pas cette transition, on va crever. Et donc, si on la prépare, si on la comprend, c'est comme le surf. Mon voisin avait cette métaphore tout à l'heure. Ou bien vous prenez la vague par-dessus et ça fait très mal, ou bien vous surfez dessus et c'est génial. Voilà. C'est exactement la métaphore qui nous attend pour les 5 ans qui viennent. Et encore une fois, j'arrête là. C'est pas une blague. Les 30 ans qui viennent vont bouleverser l'humanité plus que les 3000 ans qui précèdent. Il faut avoir ça en tête. Et dernier conseil de lecture, lisez le livre formidable, on peut être en désaccord avec lui, mais le livre est génial, le livre de Laurent Alexandre qui s'appelle « La mort de la mort », et vous verrez que ces NBIC vont bouleverser aussi nos vies, pas simplement parce qu'on va régler le problème du cancer, mais parce que nous allons rentrer vers une humanité augmentée, une humanité modifiée. C'est inévitable, ça arrivera, et ça arrivera très très vite. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Luc Ferry.